Bonsoir à tous. Je suis ravi au nom de la Maïf de vous accueillir. Bonsoir à tous présents dans la salle et bonsoir aux personnes qui sont derrière leur écran et qui nous regardent via l'outil Internet. Je vais présenter et introduire cette conférence avant de donner la parole à Longis Galland, qui est notre conférencier ce soir. Donc merci d'être présent avec nous. La Maïf, vous le savez, c'est une mutuelle, une entreprise qui a chevillé au corps des valeurs et puis des engagements. Au premier rang de ces engagements, la confiance. C'est ce qui fait que votre mutuelle aujourd'hui s'engage dans l'économie collaborative. Elle y trouve une manifestation de cette confiance. Après tout, mettre à disposition son domicile, prêter sa voiture, accepter de co-construire avec des gens, c'est une manifestation de la confiance. Elle fait donc partie de notre ADN. Quand on l'associe au monde de l'éducation, auquel nous sommes vraiment liés également, eh bien nous arrivons au thème de la conférence qui nous réunit ce soir. Communiquer avec les enfants, le défi de la confiance. Alors, Langis, la société s'accélère, on vit de plus en plus vite, on communique de plus en plus vite, et finalement, on est de moins en moins sûr de bien communiquer au travail, avec la famille, avec les amis et avec les enfants. Si l'on fait le pari que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes qui feront la société de demain, eh bien, on peut se demander si, en communiquant bien avec eux aujourd'hui, nous arriverons à développer chez eux une confiance qui leur permettra d'être des adultes de valeur demain. Alors, autant de questions intéressantes. Et pour appréhender le champ de ce thème de la confiance et de la communication avec les enfants, eh bien, à côté de moi, Longis Galland, qui est formateur à la Maison de la Communication de La Rochelle, et à qui je vais céder la parole pour nous apporter eh bien, toute l'expertise qui est la sienne. Alors, nous sommes peu nombreux ce soir. Il y a des gens qui sont derrière leur écran, je vous le disais. Nous sommes filmés en direct et pendant 30 jours, cette conférence sera visible sur Internet. Nous sommes dans un schéma de co-construction. Cela veut dire que, évidemment, vous aurez la parole et vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à Longis. Dites-vous bien que les questions que vous vous posez, c'est certainement les questions que se poseront les internautes. Donc, je vous fais confiance, hein, n'hésitez pas pour prendre la parole au moment où on vous la donnera. Voilà. Alors, Longis, c'est bien écouté, c'est à vous. Merci. Je vais m'asseoir parce qu'on a prévu que j'étais assis sur un trône. Ça doit être plus facile à me filmer comme ça. Donc, je vais me présenter vite fait. Je m'appelle Longis Galland. Donc, Longis, c'est un prénom qui est pas très courant. C'est un prénom pourtant d'origine française. C'est un prénom qui vient de la Basse-Normandie. Mais c'est un prénom qui, en France, est disparu. Il est facile à retenir parce que quand vous le mettez à l'envers, ça fait signal. Donc, je vais tenter d'être un signal ce soir avec vous. Comme on a dit tout à l'heure, je suis médiateur professionnel et formateur en communication. Donc, ce sont deux mots qui sont très intéressants. Donc, une de mes spécialités, c'est la relation au quotidien entre les personnes. Donc, je vais parler à ce titre, c'est-à-dire que je vais vous parler de la confiance chez les enfants. Et je vais vous parler à partir de lectures que j'ai fait à travers les années, parce que j'ai maintenant 60 ans. Et je vais vous parler aussi à partir de l'expérience que j'ai, parce que j'ai été aussi père de famille. Et aussi parce que je me suis intéressé depuis fort longtemps aux relations difficiles entre enfants et parents, par-enfants. Donc c'est un petit peu mon domaine de compétences. Donc avant de commencer, quand je commence une conférence, je me demande toujours comment je vais commencer. Parce que je regarde la salle, je me dis qui est-ce que j'ai en face de moi. Vous remarquez quand je parle, j'ai un accent qui traîne, c'est parce que je suis né au Québec et quelquefois je parle pratiquement en franglais ou il y a quelques mots des fois qui vont peut-être vous sentir un peu bizarre, mais je suis assez bon en principe, j'essaie de rester le plus français possible. Donc, cette conférence, avant d'aller plus loin, vous voyez derrière, il y a quelque chose qui est projeté, donc je ne suis pas sûr que les gens qui sont sur Internet le voient, parce que je sais qu'il y a des gens ce soir qui nous regardent, notamment il y a un groupe avant que j'oublie, qui est à Mauzé-sur-le-Mignon dans les Deux-Sèvres. Alors, ils ont organisé cette semaine une semaine sur la parentalité. Donc,
ils doivent être en train de me regarder. Donc avant d'aller plus loin, c'est pas moi qui ai écrit ça, c'est d'une personne qui s'appelle Edmund Wells. Entre ce que moi je pense, Langis Galant, entre ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous croyez entendre, ce que vous entendez, ce que vous avez envie de comprendre, ce que vous comprenez, il risque d'y avoir quelquefois des incompréhensions entre nous. Et il faut savoir que quand on parle de la relation parent-enfant, des fois on n'est pas tout à fait d'accord. Il se trouve qu'à chaque fois que j'ai animé ces conférences, je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi dans la salle et sur Internet, et ça sera encore toujours la même chose, je pense. Donc le défi de la confiance, c'est quand même beaucoup de choses. J'ai mis en vrac des questions, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire confiance aux enfants? Souvent les gens me disent, mais je ne peux pas faire confiance à ma fille ou à mon fils, je ne sais pas comment faire ça. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Donc, la question, c'est est-ce qu'il faut faire confiance aux enfants? C'est une très bonne question. Si je leur fais confiance, quels sont les risques? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'on peut trop faire confiance? Souvent, les gens disent, oui, mais ce père ou cette maman fait trop confiance à son enfant, donc du coup, il fait plein de bêtises. Quels sont les risques de trop faire confiance? Comment faire en sorte que nos enfants aient confiance en eux? Est-ce qu'il y a une façon de communiquer qui peut faire naître cette confiance chez les enfants? Donc, je vais développer à peu près ces questions ce soir. Quelquefois d'une façon un peu mélangée, mais ça me semble être clair dans ma tête. Mais ma pratique professionnelle depuis très longtemps m'a donné à penser que quelquefois, quand c'est clair dans ma tête, c'est pas clair dans la tête de l'autre. Donc, ce qui peut être clair pour moi n'est pas nécessairement clair pour les autres. Alors, j'ai mis une photo là, que vous voyez peut-être sur Internet, je ne sais pas si la voit, c'est un piano, c'est quelqu'un qui est en train d'accorder un piano. Alors, il semblerait que dans la population, tout le monde est à peu près d'accord sur 4 points. Quand on parle de confiance en soi, la plupart des gens disent la confiance en soi, quand un enfant a confiance en lui, c'est un bon bagage pour la vie. Ça le prépare à faire de bonnes choses. Il y a des gens qui disent que les enfants qui ont confiance en eux réussissent mieux dans la vie que les autres. On dit ça. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Mais on n'est pas d'accord sur ce que veut dire réussir. Parce que la réussite, ça peut être la réussite de la vie, la réussite à l'école, la réussite de couple, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi. Donc il y a des gens qui estiment que la réussite, ça veut dire quelque chose. Donc, mais on dit, quelqu'un qui a confiance en lui devrait être en mesure de réussir sa vie. Il y a autre chose qu'on dit aussi, sans rentrer dans des schémas d'ordre psychanalytique, on dit que la confiance en soi, ça dépend de l'image qu'on a de soi et surtout de l'image que nous a donnée les autres, plus particulièrement les premières personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, qui sont quelquefois nos parents, nos frères et sœurs, nos tantes, nos mamies, papis, les figures parentales, quoi. Donc l'image qu'ils nous ont donnée, en principe, ça laisse des traces. Donc ça, c'est les deux choses du bas. Donc la confiance en soi, c'est quand même quelque chose d'assez important et nous, on est souvent d'accord sur beaucoup de choses. Mais ce qu'on va regarder, en fait, j'ai mis une belle photo. Je me suis dit, je serai devant des Français, il faut que je fasse quelque chose. La coupe de... comment on appelle ça, le truc de foot qui arrive, là, la Coupe d'Europe. Il faut que je mette quelque chose qui va frapper. Donc je cherchais, et puis à un moment donné, j'ai eu une lumière comme ça. Je dis, je vais mettre un coq. Parce que le coq, en fait, souvent on a tendance à dire que le coq, il est un peu fier, il marche, il a confiance en lui, il va avancer, il va pousser, il va faire peur aux autres. Donc la confiance en soi, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est pas être un coq, mais en tout cas, je trouvais que l'image n'était pas si mal. Pour moi, la confiance en soi, on peut parler de confiance en soi à partir de 3 dimensions. La première dimension, en fait, c'est je suis quelqu'un de bien. Donc, à quelque part, je m'aime. Alors, pour la petite histoire, la personne qui est là, c'est ma fille Sarah. Elle est mignonne. Donc, je l'ai mis, j'ai dit, il faut que je la mette. Puis, c'est aussi le droit à l'image. On ne peut plus mettre n'importe qui maintenant quand on utilise des images. Mais en fait, je ne suis pas sûr qu'elle croit qu'elle est quelqu'un de bien, mais je pense qu'elle s'aime. Mais je pense que la plupart du temps, les gens qui ont confiance en eux, ils ont une bonne image d'eux-mêmes. Ils ont l'impression qu'ils sont bien. Ils ont l'impression, en tout cas, qu'ils ont une valeur.
Donc ça ne vient pas de nulle part, c'est quelque chose d'important. Et un deuxième aspect de la... c'est un lapsus qui est bizarre, mais en tout cas, un deuxième aspect de la confiance en soi, c'est l'impression d'être capable de faire quelque chose. Je suis capable de faire quelque chose. Donc là, vous avez une photo de mon fils Simon. Donc Simon, c'est mon fils, il fait des études en théâtre et en musique, en comédie musicale. Donc il sent qu'il est capable de faire des choses. Il sent qu'il est capable de chanter, de jouer de la guitare, de faire de la musique. Lorsqu'on a l'impression qu'on est capable de faire quelque chose. Alors ça, je suis quelqu'un de bien, je m'aime et je suis capable de faire ou de réaliser quelque chose. Et le troisième point sur la confiance en soi, c'est j'ai confiance aux autres et à moi-même. Le portrait que j'ai choisi, là, c'est quelqu'un qui est là, qui a un couteau derrière le dos. Donc, a priori, si vous rencontrez quelqu'un qui a un couteau derrière le dos, vous n'allez pas lui faire très confiance. Vous allez vous méfier. Alors, lorsqu'on sent qu'on a une valeur, on sent qu'on est capable de faire quelque chose et on sent qu'on peut avoir confiance aux gens qui sont autour de nous, ça devient plus facile. Parce que moi, je suis pas du tout... je suis persuadé que lorsqu'on a confiance dans les autres, on a confiance en soi. Si par exemple, moi, je n'ai pas confiance en vous, je suis persuadé que chaque personne ici est en train de se dire « mais qu'est-ce qui n'est pas intéressant? Qu'est-ce que je fais ici? Mais comment se fait que je suis assis sur cette chaise? Je perds mon temps. Il n'est pas intéressant, il est nul. » Si je suis persuadé que vous avez une mauvaise image de moi et que tout à coup je ne vous fais pas confiance, je serai en mode de protection. Je vais faire très attention à ce que je vais dire, je vais faire très attention à ne pas déborder certaines choses. Alors, avoir confiance aux autres, c'est pas mal, parce que vous pouvez demander à n'importe qui, que ce soit un enseignant ou un animateur, peu importe, lorsque vous êtes devant une classe, si vous ne faites pas confiance aux enfants, vous ne pouvez pas avoir confiance en vous. Vous allez vous méfier, vous allez vous protéger. Et c'est probablement ce qui est le plus difficile au monde, de faire confiance à quelqu'un. Parce que faire confiance à quelqu'un, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un à 80%, 60%, à 40%, même quelquefois à 88%, c'est compliqué. Donc c'est quelque chose qu'on doit décider de faire et à quelque part quand on donne ou qu'on fait confiance à quelqu'un, des fois il peut trahir ce don. On s'est planté. Moi maintenant j'ai 60 ans, je serai bientôt à la retraite, je fais facilement confiance aux gens et je sais que si je me plante, je suis capable de me défendre et je suis capable de me réajuster. Et ça c'est aussi l'expérience qui fait ça. Mais en tout cas, faire confiance aux autres, c'est important. Et en fait, je dis ça parce que, je le développerai tout à l'heure, les enfants qui ont toujours peur de dire les choses à leurs parents, qui ont toujours peur de recevoir une claque, en fait, ils ne font pas confiance aux figures parentales. Et pourtant, ce sont les premières personnes à qui ils devraient faire confiance. Donc, être méfiant, avoir peur de l'autre, se méfier des autres, à quelque part, ça fait des gens qui sont un peu timides ou réservés. Donc, c'est intéressant à développer. Alors une autre question, c'est est-ce qu'il suffit de faire confiance pour que se développe cette confiance? Il y a des gens qui disent, moi j'ai tout compris, je fais confiance à mes enfants, ils font tout ce qu'ils veulent. Je ne vérifie jamais rien et je suis persuadé qu'ils vont devenir des personnes qui auront confiance en eux. Moi j'ai tendance à dire que ça ne suffit pas. Ça se joue aussi, d'une certaine façon, faire confiance c'est important, mais il n'y a pas que ça qui est important. Alors la question, moi je pense que la confiance qu'on a en soi, la confiance que j'ai en moi, c'est-à-dire je suis quelqu'un de bien, je m'aime, je suis capable de faire des choses, de réussir quelque chose, et je peux faire confiance aux autres. Je pense que ça se développe dans la façon dont on communique avec les enfants, et plus particulièrement avec ses enfants. Et on va regarder en fait comment on fait cette communication, comment ça marche cette communication. Tout simplement pour préparer nos enfants à l'aventure de la vie. Alors sur cette diapositive, vous avez plein d'enfants, là, je les connais tous. Comment je vais faire pour les préparer à la vie? Alors, cette forme de communication, en fait, elle commence très tôt. La communication, ça commence tout de suite quand l'enfant est né et même avant qu'il soit né. Alors, je ne vais pas développer ça ici parce que ce n'est pas l'objet de la conférence. Mais on sait de nos jours, d'une façon claire et nette, que quand une maman porte un enfant,
à partir du 5e, 6e mois, lorsqu'elle se caresse le ventre et qu'elle dit « je suis content que tu sois là, qu'est-ce que j'ai hâte de voir ta bouille », on sait que l'enfant réagit positivement. Et on sait que quand elle dit « j'en ai marre d'être grosse, quand est-ce que tu vas sortir ?» on sait que l'enfant réagit négativement. Alors, je ne vais pas vous sortir des grandes théories parce que ça serait très compliqué, mais si vous faites une recherche sur Google, tout le monde est capable de faire ça, vous trouverez énormément de littérature là-dessus. Donc, ça commence même avant. Mais moi, je vais me limiter à très tôt. C'est-à-dire que quand l'enfant est petit, comme sur l'image que vous voyez là, et sur celle-ci, donc ça commence trop tôt, très tôt, trop tôt. Et en fait, il y a des outils pour nous aider à mieux communiquer, pour donner cette confiance. Alors, ce que je vais vous présenter une diapositive, c'est très petit, j'en suis très conscient. Et très souvent, les gens m'ont dit, mais c'est tellement petit qu'on ne voit pas grand-chose. Et moi, ça m'aide à m'expliquer. Et sachez que ce PowerPoint, si vous le souhaitez, en fait, il peut être sur le site Métiers de parents. Vous pourrez sûrement le retrouver. Il ne sera pas en format PTT ou PPT, je ne sais pas comment ça se dit, parce qu'il sera sûrement en PDF, ça veut dire que vous ne pourrez pas le copier, le modifier. C'est la vie, c'est comme ça. Il m'appartient, c'est moi qui l'ai fait. Je ne vais pas le donner à tout le monde. Alors, quand je vous dis que c'est une histoire qui commence très très tôt, c'est qu'on sait en communication un concept qu'on appelle le signe de reconnaissance. Donc c'est un concept qui est très très large. Un signe de reconnaissance, c'est comment je reconnais que l'autre est là, comment je reconnais qu'il existe et qu'est-ce que je lui dis, qu'est-ce que je lui raconte quand je communique avec lui. Alors, il y a deux formes de communication. Il y a une forme qu'on pourrait qualifier de positive et une forme qu'on pourrait qualifier de négative. Donc, il y a une forme positive et négative dans l'être et une forme positive et négative dans le faire. Par exemple, si je dis à mon enfant « je t'aime » et que je le prends et que je le serre très fort dans mes bras, en fait, c'est un signe de reconnaissance positif qui s'adresse à l'être. Si je l'accueille le soir à la maison avec un grand sourire, c'est un signe de reconnaissance positif dans l'être. Je suis content de te voir, je suis content que tu sois à côté de moi. Si je le prends dans mes bras, je le serre très très fort, c'est un signe de reconnaissance positive. Donc quand on communique, on peut communiquer ce style de communication, signe de reconnaissance positive qui s'adresse à l'être. Quelquefois, il y a des signes de reconnaissance négatifs qui s'adressent à l'être. On regarde l'enfant, on fait une grimace en voulant dire « qu'est-ce que tu es pénible ?» Toi, ne pas être bien. Toi, pas OK. Toi, pénible. Toi, lourd. Toi, pas bon. C'est-à-dire que... Et même des fois, non seulement on fait la grimace, mais on peut utiliser ce qu'on appelle les messages tues. Les messages tues ont la particularité de tuer l'individu dans sa personnalité, dans son être. Et en plus, ils détériorent la relation. Donc on dit qu'est-ce que tu es gros, qu'est-ce que tu es pénible, qu'est-ce que tu es nul, qu'est-ce que tu es un petit C, etc. On peut mettre n'importe quoi là-dedans. Donc on s'adresse à l'être de façon négative. Et des fois on le repousse, et même des fois on peut lui faire une grimace. On va dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un gamin comme ça. Franchement, voilà. Donc ça c'est un signe de reconnaissance négative qui s'adresse à l'être. Tout le monde ici a fait ça probablement une fois dans sa vie. Après, il y a les signes de reconnaissance qui s'adressent au faire. Alors, le gamin fait un dessin, on dit « qu'est-ce qu'il est beau ton dessin !» Ce que tu viens de faire est beau. Le gamin fait un gâteau avec moi, on dit « qu'est-ce qu'il est beau ton gâteau, il est extraordinaire, en plus il est bon. » Ce que tu as fait est bon. Donc c'est un signe de reconnaissance positif dans le faire, ce que tu as fait. Et en psychologie, on fait référence à un comportement, très souvent. Et puis après, il y a ce que tu as fait qui ne va pas. J'en ai marre, tu laisses toujours traîner ton manteau par terre, tu pourrais quand même débarrasser ta tasse, tu pourrais vider le lave-vaisselle de temps en temps, c'est ce que tu fais ne va pas. Donc, il y a des fois, il y a des communications qui s'adressent à l'être et des communications qui s'adressent au faire. Et vous remarquerez que ce n'est pas spécifique aux enfants. Dans un couple, par exemple, souvent entre le mari et la femme, et des fois, pourquoi pas la femme et l'homme-homme, moi je ne suis pas... Je n'ai pas d'opinion là-dessus. Des fois, les communications au sein d'un couple, ou même au sein d'une relation professionnelle, dans le travail, c'est le même système. On dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'en ai marre de travailler avec toi. Oh, qu'est-ce que tu es nul, mon pauvre gars. Mais c'est pas bon ce que tu viens de faire, c'est vraiment mauvais. C'est-à-dire qu'on peut retrouver ça partout, avec sa belle-mère, avec son collègue de travail, avec son conjoint. Donc, c'est de la communication qui existe.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous savez que tout le monde ici, on a une carte génétique qui est la nôtre. On a tous aussi ce qu'on appelle une carte de signe de reconnaissance. C'est-à-dire que vous avez des gens, quand ils étaient petits, si vous regardez, ils ont reçu beaucoup de signes de reconnaissance positifs. Il y a même des enfants qui ont reçu que ça. Alors ce soir, je voulais prendre le petit François, il est où? Il est caché. Parce qu'à chaque fois que je fais une conférence, je choisis toujours des prénoms de personnes qui sont autour de moi. Il est caché. Le petit François, en fait, c'est quelqu'un, on lui dit toujours « Qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es sympa, qu'est-ce que tu dessines bien, qu'est-ce que tu as des beaux yeux, qu'est-ce que tu es adorable ». Donc on lui donne beaucoup de signes de reconnaissance positifs. On fait que ça, dans le faire et dans l'être. Et puis en bas, vous avez un deuxième François à qui on dit « Qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es mignon, qu'est-ce que tu es intelligent ». François. Et en fait, de temps en temps, on lui balance un petit moins. On dit là, franchement, tu viens de casser mon vase préféré, c'est pas possible, ça me gave. Donc on lui donne de temps en temps un petit signe de reconnaissance négative dans le faire. Et plus on descend, comme ça on s'aperçoit, en fait, il y a des gens qui reçoivent un mélange bien dosé de positif et de négatif. Il y a des gens ici parmi vous qui ont reçu autant de négatifs que de positifs. Et plus on descend vers le bas, on se retrouve sur le marché avec des gens qui ont une carte de signe de reconnaissance où il n'y a pratiquement que du négatif. Alors Toto, par exemple, chez lui, on dit « Qu'est-ce que tu es nul, qu'est-ce que tu pues, qu'est-ce que tu es crado, tu es insupportable, tu vas me faire mourir si ça continue, etc. » Donc il reçoit des heures durant des signes de reconnaissance négatifs. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est si vous prenez François ou Toto, en fait, si on prend François en haut, à 17-18 ans, si on se demande quelle est l'opinion qu'il aura de lui-même, est-ce qu'il pense qu'il a une valeur, est-ce qu'il pense qu'il est capable de faire des choses, on peut penser qu'il aura confiance en lui. Il y a même des gens ici dans cette salle qui vont dire « je pense qu'il aura probablement trop confiance en lui ». Ça deviendra un handicap. Il sera mal préparé pour la vie, parce qu'il y a des gens qui vont dire « mais dès qu'il va arriver quelque chose de travers, il ne sera pas capable d'entendre une critique, parce que de toute façon, il a reçu que du positif ». Et Toto, en bas, comme il a reçu que du négatif, il y a des gens qui vont dire, ben lui, probablement qu'il sera déjà en échec scolaire dès le CP, et il y a de fortes chances qu'il n'ait jamais son bac, et probablement qu'il ne fera pas d'études universitaires, et il finira peut-être en tôle, ou alcoolique, toxicomane, dépressif, suicidaire, on ne sait pas quoi, mais en tout cas, il aura probablement énormément de difficultés, et si on se demande quelle est l'image qu'il aura de lui-même, on peut penser qu'il aura une pas très bonne image de lui-même. Ce qui est intéressant, en fait, parce que j'aurais beaucoup de choses à vous dire là-dessus, et il faut que j'avance, parce qu'on a peu de temps passé ensemble, puis j'aime bien aussi discuter avec le public. Ces signes de reconnaissance-là, on peut penser que les signes de reconnaissance négatifs dans l'être, on peut les abandonner. En réalité, moi, en tant que médiateur, je sais très bien que ces signes de reconnaissance-là, ils n'ont que deux utilités. Première utilité, ça sert à casser la personne qui les reçoit. Ça sert à dévaloriser. Tous les messages plus négatifs dévalorisent la personne qui les reçoit. Et si ça ne dévalorise pas la personne qui les reçoit, en tout cas, ça a la particulier de détériorer la relation, voire de la détruire. Donc en fait, ces signes de reconnaissance-là, moi je sais par ailleurs, parce que je suis formateur en communication, j'utilise essentiellement les méthodes Gordon, mais j'utilise aussi d'autres méthodes, et je sais, notamment dans la CNV, qu'on appelle la communication non violente, on peut très bien communiquer en n'utilisant jamais cette case. Et on peut dire tout ce qu'on veut à quelqu'un sans jamais aller dans cette case. Il y a des gens d'ailleurs qui gardent ça que pour, de temps en temps, le chien ou je ne sais pas qui, le poisson rouge. Il y a des gens qui ne l'utilisent pas. Donc on peut l'enlever, ça. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que si on décide de l'enlever, il ne faut pas l'enlever que dans la communication, les mots. Il y a aussi une espèce de réapprentissage, parce que des fois, le gamin, quand il laisse traîner son manteau par terre, on dit « oh là là, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un gamin comme ça? Franchement, tu me déçois, tu n'es pas bien, tu es nul, tu es une tâche, en fait. » C'est-à-dire qu'à la limite, la grimace qui accompagne « tu laisses toujours traîner ton manteau par terre » devient beaucoup plus importante, parce que l'enfant, ce qu'il reçoit, en fait, c'est « je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas quelqu'un de bien. En fait. Je suis souffrance pour mon père ou pour ma maman. » Donc en fait, on pourrait dire
plutôt, je suis assez en colère quand je vois que tu jettes ton manteau par terre, c'est-à-dire associer la critique à un sentiment. C'est-à-dire que là, tu vois, là, je suis en colère, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que tu viens de jeter ton manteau par terre, ou c'est parce que tu sautes sur le canapé blanc avec tes chaussures. C'est-à-dire que j'associe un comportement à un sentiment, une émotion. C'est important parce que quand on ne fait pas ça, on a tendance à mélanger les choses. C'est-à-dire que le gamin, dès qu'il ne fait pas ce qu'il faut faire, ici, on fait une grimace, on dit toi, pas être capable de faire ça, et toi en plus, être pas bon, être pas ok, pas normal, pas intéressant pour moi. À la limite, si tu continues, je te ramène à la maternité où je t'ai pris. C'est aussi simple que ça, c'est la grimace, quoi. Et c'est important. Et j'ai mis un petit truc en bas, parce que des fois, j'ai mis des trucs, je vous ai dit que je n'irai pas en profondeur, tu as vu l'état de ta chambre, ta dictée est pleine de fautes. Quelquefois, lorsqu'on a des critiques comme ça, on peut demander un coup de main. Ça marche mieux, en fait. Je vous dis ça parce que c'est un tuyau. Il n'y a pas longtemps, je travaillais avec une maman qui a des gros problèmes de communication avec ses enfants. Elle part, ses enfants n'ont pas d'école. Ils ont 14, 15, 16 ans. Elle part en disant « J'en ai marre, j'espère que vous allez faire quelque chose à la maison aujourd'hui. J'en ai marre d'avoir des feignants comme ça qui font rien, c'est pas possible. J'en peux plus, vous me rendez folle. » Et puis, ce qui se passe, c'est que les gamins baissent la tête en disant « Mais qu'est-ce qu'elle nous gave celle-là? Quand est-ce qu'elle va nous laisser tranquille ?» Et moi, je lui ai dit « Écoutez, vous allez essayer une autre méthode. Vous allez tout simplement dire « Écoutez, je risque de terminer tard ce soir. J'aurais besoin d'un coup de main. Est-ce que je peux compter sur vous pour passer l'aspirateur? Est-ce que je peux compter sur toi, Pierre, pour vider le lave-vaisselle? Est-ce que je peux compter sur vous? J'aimerais bien ce soir arriver en constatant que vous avez fait ça. » Et en règle générale, je ne dis pas que ça ne marche pas tout le temps, hein, parce que les méthodes ne sont pas toujours infaillibles, mais selon l'état de la relation que vous avez avec vos enfants, ils vont peut-être vous donner un coup de main. Et ils vont peut-être modifier leur comportement parce que la relation qu'ils ont avec vous est importante assez pour la protéger et en prendre soin. Donc peut-être qu'ils vont vous aider. Et tous les parents qui ont fait ça, sauf quand la relation est fortement détériorée, ça marche quasiment tout le temps. Alors, ces signes de reconnaissance-là, en fait, c'est une réponse à la première chose que je disais, c'est-à-dire comment je peux avoir confiance en moi, comment je peux avoir une bonne image de moi, comment je peux m'aimer. En fait, c'est souvent ce qu'on me retourne. Donc ça, c'est important. Donc c'est pour ça qu'il y a un cœur dans les signes de reconnaissance positifs qui sont donnés dans l'être. Maintenant, on verra tout à l'heure que les enfants ne sont pas parfaits et des fois, ils ont des comportements qui ne vont pas. Alors, comment on peut l'aider à avoir confiance dans ses capacités de faire? Il y a plusieurs façons. C'est-à-dire qu'on peut donner des signes de reconnaissance positive dans le faire. C'est-à-dire que lorsqu'on constate que l'enfant fait ce qu'on attend de lui, on peut le dire. Donc on appelle ça, il y a une méthode qui existe sur le marché, on appelle ça la discipline positive, quelquefois continue qu'on appelle. C'est-à-dire qu'au lieu de dire à l'enfant ce qui ne va pas et de le persécuter à ce qui ne va pas, on lui dit ce qui va. Et on s'est aperçu en psychologie que ça donnait de meilleurs résultats que de dire ce qui ne va pas. Donc en fait, quand on dit, écoute, tu viens de ranger ta tasse dans le lave-vaisselle, c'est bien. Je constate que tu as fait ton lit, bravo. En fait, on met en avant ce qu'il fait de bien. Et quand il dessine quelque chose, en fait, si vous dessinez une maison, même s'il n'y a pas de cheminée, même s'il n'y a pas de porte, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, c'est bizarre, la maison que tu as dessinée, il manque une porte. Ça veut dire ce que tu fais, c'est pas encore ça, mon gars. Il faut que tu refasses plein de dessins, il faut que tu fasses une porte, une cheminée. C'est compliqué parce que dire ce qui marche, mettre en avant ce que l'enfant réussit, c'est une façon de permettre de semer, en tout cas, l'idée qu'il est capable de faire des choses. Alors j'ai mis une photo là, qui a été prise par mon épouse, que je trouve extraordinaire. C'est une photo qu'elle a prise il y a 2 semaines. C'est 2 goélands qui sont en train de se battre pour un petit poisson. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai mis là, ça m'inspirait. Donc la question, c'est que faire devant un comportement inacceptable? Parce qu'en fait, souvent, les parents vont me dire, oui, c'est bien beau toute cette histoire de faire confiance, de valoriser, etc.
Mais moi, j'ai un enfant, en fait, il fait que des bêtises, ou il fait en tout cas beaucoup de bêtises. Alors, il faut toujours savoir que, se souvenir en tout cas que un enfant, quand on veut obtenir un changement de comportement ou un changement d'attitude, il y a plusieurs façons d'y parvenir. On peut tenter de l'influencer et on peut tenter de le motiver. Alors, de toute façon, lorsqu'on parle de façon positive, lorsqu'on a une approche de l'éducation positive, il faut savoir que ça va demander beaucoup plus de temps. Parce que si vous partez le matin pour aller travailler avec votre petite fille et qu'elle ne veut pas mettre ses chaussures, qu'elle ne veut pas s'habiller pour aller à l'école, il y a beaucoup de parents qui vont dire « moi, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça ». Donc, je la prends, je l'habille de force et je la mets dans le siège auto et je l'attache et on part. Et pas, elle n'a pas intérêt à pleurer de trop. C'est une méthode qui est très rapide. C'est évident que si vous vous baissez, vous commencez à communiquer avec la petite fille pour lui demander qu'est-ce qui se passe ce matin, pourquoi tu n'as pas envie d'aller à l'école, ça va demander beaucoup plus de temps. Donc l'influencer, communiquer, ça demande plus de temps, ça demande plus d'écoute, ça demande plus d'authenticité, ça demande plus de soutien. Et ça veut dire que peut-être qu'il faut se lever 20 minutes plus tôt le matin pour arrêter d'amener nos enfants dans le tourbillon de la vie, parce que ça veut dire qu'il va falloir communiquer peut-être pendant 10-15 minutes. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont me dire « moi, je n'ai pas le temps, le matin, je suis speedé, donc j'ai trop de choses à faire », donc c'est souvent un problème d'organisation. La communication, c'est aussi une histoire d'organisation. Il faut prévoir qu'on aura le temps de communiquer. Alors, ce qui est intéressant, c'est de lui préciser ce qui ne va pas, c'est-à-dire de lui donner ce qu'on appelle un axe de progrès. Alors, il faut savoir qu'une critique négative, lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un axe de progrès, ça s'appelle de la dévalorisation. Donc, donner un axe de progrès, c'est expliquer aux enfants ce qu'on attend de lui. Alors, là, vous avez un ordinateur qui est tout barbouillé. Si ça vous arrive un jour, parce que moi, ça m'est arrivé, je sais pas la photo de mon ordinateur, j'ai mis du temps à la retrouver, mais quand vous retrouvez un mur qui est tout colorié comme ça peut sembler quelque chose qui ne se fait pas. Donc, il va falloir qu'il modifie ce genre de choses. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est lorsque le comportement de l'enfant ne va pas ou lorsque son attitude ne va pas, il faut lui faire comprendre que le comportement ou l'attitude ne va pas. Et très souvent, au lieu de faire une grimace, comme je vous expliquais tout à l'heure en disant « je vais te ramener à la maternité très bientôt », on peut lui dire « écoute, là, je suis vraiment en colère parce que tu as fait telle ou telle chose. Et ça ne va pas. Je vais t'expliquer pourquoi ça ne va pas. Et je vais t'expliquer ce que j'attends de toi. Est-ce qu'on est capable de trouver un accord ?» Alors, le principe de l'accord, c'est quelque chose qui existe beaucoup en médiation. C'est-à-dire que lorsque je constate que le comportement ne va pas, d'abord, il faut que je le dise. Quand tu fais ça, ça ne me va pas. Ça me met en colère, j'en suis furax. Tu veux que je t'explique pourquoi? Je vais te le dire, quels sont les effets concrets et tangibles de ce comportement. Et je vais t'expliquer ce que j'attends de toi. Et si tu ne le sais pas, je vais même te montrer comment ça marche. Donc on peut très bien prendre un manteau par terre et l'accrocher en disant tu as vu comment ça marche, on accroche le manteau comme ça. Et on peut dire est-ce que je peux compter sur toi pour accrocher ton manteau quand tu arrives de l'école? Est-ce qu'on peut trouver un accord là-dessus? Parce que si on a un accord, on a un contrat. Et si le contrat est respecté, on revient à la case de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on devra valoriser le fait que le contrat a été respecté. On n'est pas obligé de mettre beaucoup de ketchup et de mayonnaise. On peut dire, tiens, j'ai remarqué que tu avais accroché ton manteau tout à l'heure. C'est bien. C'est ce que je t'avais demandé. Et en fait, on passe à autre chose. C'est-à-dire que ce que tu as fait correspond à ce que j'attendais. Ça correspond à l'accord qu'on avait ensemble. Donc, je vais, quelque part, le mettre en avant. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, ça veut dire que je suis, quelque part, je peux faire des choses qui ne vont pas dans le sens de ce que tu attends de moi. Il y a des comportements qui ne vont pas. On va m'expliquer pourquoi ça ne va pas et on va m'expliquer ce qu'on attend. Vous seriez très étonné du manque de communication. Moi, je travaille des fois avec des parents. Je pense à Toto, en fait, sans faire exprès, il met de la chantilly dans le lecteur de Blu-ray de son papa. Il ouvre ça, il appuie sur le bouton, il met plein de chantilly. Le père, il voit ça, parce qu'il voit la fumée qui sort et tout. Il se lève, il dit « Qu'est-ce que tu fais là, espèce de petit C ?» Puis il va dans ta chambre tout de suite. Le gamin, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris qu'il était un petit C, évidemment.
Il a compris qu'il a mal aux fesses. Il manque quelque chose quand même. Il y a quelque chose qui manque dans cette communication, c'est-à-dire ce qui manque, c'est voilà ce que tu viens de faire, je vais t'expliquer ce que tu viens de faire, pourquoi ça ne me va pas, je vais t'expliquer ce que je ressens, et à quelque part, je vais te donner un axe d'amélioration, un axe de progrès. Et est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Et si je suis trop fou furieux, trop furax, je dis écoute, est-ce que tu peux me laisser 10 minutes là, parce que je suis vraiment très en colère. Va un peu plus loin là, et je reviendrai vers toi dans 10 minutes, je vais t'expliquer ce que c'est, parce que je l'ai payé très cher ce Blu-ray, et puis je ne pourrais pas regarder mes Star Wars et tout. Donc je peux être fou furieux. Mais ce qui est important, c'est vraiment de préciser d'abord ce qui ne va pas, préciser son ressenti, donner un axe d'amélioration et trouver un accord. Alors ce qui est intéressant, c'est deux choses. Alors une communication qui est, je dis à l'enfant, tu es quelqu'un de bien, tu as une valeur, et tu peux le faire. Et sache que si tu n'arrives pas à le faire, je peux le faire avec toi, je peux te montrer comment ça marche. En tout cas, je ne vais pas te laisser incapable de faire quelque chose ou je ne vais pas te mettre de côté ou te dévaloriser parce que tu n'arrives pas à le faire. Ça s'appelle de l'accompagnement. Donc ça donne quelque chose d'intéressant. Alors, des fois, il faut aider les enfants à se dégager d'un rôle qui les empêche de s'épanouir. Vous avez des enfants qui sont dans ce qu'on appelle une dynamique d'échec. Alors, quand on a un enfant qui est dans une dynamique d'échec, il faut rechercher les occasions pour de lui présenter une nouvelle image de lui-même. Il faut le mettre dans une dynamique de réussite. Donc des fois, on peut demander à un enfant de nous aider à faire un gâteau, faire une tarte, je ne sais pas, un coup de main pour faire le ménage, le mettre dans quelque chose qu'il est capable de faire. Alors vous seriez très étonné des gens qui sont dans une dynamique d'échec. Moi, je raconte souvent une histoire dans mes conférences. Il se trouve que quand je suis arrivé en France, j'ai travaillé pendant mes premières années dans un lycée agricole. Je donnais des cours d'anglais, entre autres. Et je me souviens d'un collègue à l'époque qui était prof de maths. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle ici, mais ils ne sont pas tous comme ça, mais lui, il était comme ça. Il était seul, pas marié, il n'avait pas de chien ni d'enfant, en tout cas. Et il rentrait chez lui le soir, et je savais parce qu'il nous parlait de ça. Et quand il rentrait le soir chez lui, il réfléchissait à l'interrogation qu'il était pour faire le lendemain, où tout le monde était pour avoir 0. Des fois, il pensait à ça jusqu'à 22h, 23h, et des fois, à minuit et demi, heure et quart, il avait trouvé. Il arrivait le lendemain, devant sa classe, il disait « Interrogation ». Tout le monde avait 0. Des fois, il y en avait 2, il y avait 3 ou 4. Et puis, il revenait dans la salle des profs, il était dans la joie. Mais extraordinaire, parce qu'il avait fait cette interrogation en disant, vous voyez, je suis vraiment qu'une bande de petits C. Hein. Il y en a 2 qui n'ont pas eu 0. Et moi, je le regardais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette pédagogie? Je ne comprends pas. En fait, il ne permettait pas aux enfants d'être dans une pyramide, dans une dynamique de réussite. En fait, il les mettait dans une dynamique d'échec. À chaque fois qu'ils allaient dans cette classe, ils avaient l'impression d'être nuls en maths. Donc, ça ne peut pas marcher. Mais c'est très intéressant parce que, moi, en tout cas, je vous invite, si vous avez des enfants, des petits-enfants, de les mettre dans une dynamique de réussite. Leur proposer quelque chose qu'ils sont capables de faire. C'est important. Et ce qui est d'autant plus important, c'est de faire en sorte qu'ils entendent dire des choses positives à leur sujet. Vous seriez très étonné, des fois, dans un repas, le samedi soir, un dimanche, quand il y a de la famille, des amis, on dit « Tiens, vous savez pas ce que fait, vous savez pas, Simon, il a marqué 3 buts samedi dans son match de foot. Là. Ah ben, dis donc, j'ai vu la maîtresse d'école, cette semaine, elle m'a dit qu'Antoine, il était extraordinaire, il avait des bonnes notes. Vraiment, j'étais contente d'entendre ça. Et Antoine, il est à côté, il entend ça. Donc, faire en sorte que les enfants entendent dire des choses positives à leur sujet, c'est intéressant. L'autre fois, je travaillais avec une personne qui travaille dans un marché. Et elle me dit, un jour, il y a une maman qui arrive avec son fils. Et elle dit à la dame qui vendait des fruits et légumes, qui était avec son petit garçon, elle dit, ah, il a quel âge votre petit garçon? Ben, il a 9 ans. Elle dit, le mien aussi, il a 9 ans. Il a l'air vachement intelligent.
Alors le mien, je vous explique pas. Hein. Il n'a pas des bonnes notes à l'école. Vraiment, elle disait pas que c'était une tâche, mais presque. Donc en fait, le gamin qui était avec sa maman, il baissait la tête, il recevait ça cash comme ça, parce qu'il y a des gens qui pensent que dans la vie, il faut être cash. Donc on balance n'importe où, n'importe quoi. Vous imaginez ce que peut ressentir un enfant qui entend ça. Donc ça, il faut être un peu vigilant. Et quelquefois, on peut avoir un coffre où il y a des trésors. Moi, je dis ça parce que des fois, les gamins, il y a des périodes où, franchement, il n'y a pas grand-chose de positif à dire des fois. Parce que ça ne va pas trop bien. C'est intéressant de savoir qu'on a un coffre où il y a des choses qui ont été réussies, il y a des côtés positifs qu'on peut sortir à tout moment. On dit à table, tiens, tu t'en souviens l'année dernière, quand on est allé en vacances à l'île Dorée, tu te souviens, tu avais fait quelque chose d'extraordinaire. Le gamin, il ne se souvenait plus de ça. Et tout à coup, il entend, je suis quelqu'un de bien, je suis capable de faire des choses extraordinaires. J'avais oublié, ça faisait 2-3 mois que je n'avais rien entendu. Et quelquefois, c'est intéressant d'avoir une image comme ça, un coffre-fort où il y a des choses positives qu'on peut aller piocher dedans et on peut s'en servir. Ça, c'est intéressant. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la confiance relationnelle. Aider l'enfant à sentir qu'il peut avoir confiance dans les autres. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est probablement ce qui est le plus simple à faire. C'est-à-dire que c'est agir sur la relation qu'il y a entre les enfants et les parents et les grandes personnes, les adultes. Donc ça suppose aussi qu'il faut avoir une conception des relations et de la communication un peu différente. Alors la relation, en fait, c'est assez simple et assez compliqué en même temps. Une relation, en fait, peu importe que ce soit avec des enfants ou des grandes personnes, ça marche d'une façon très très simple. C'est-à-dire que moi, je vous ai vu tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes ici que je ne connais pas. Je ne vous ai jamais rencontré. Je suis sûr et certain, même dans une autre vie, s'il y en a qui croient à ça, je ne me souviens pas d'avoir vu madame jamais. Donc je ne la connais pas. Mais en fait, il y a une relation qui vient de se connecter avec moi et vous. C'est-à-dire que peut-être il y a des gens qui me voient depuis maintenant 45 minutes, qui m'écoutent. La relation existe. Mais en fait, cette relation-là, il faut la créer. Là, elle se crée grâce à une conférence. Mais assez rapidement, cette relation, il va bien falloir, si on veut qu'elle dure, il va falloir l'enrichir. Donc, il va falloir qu'on se parle, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise bonjour, vous habitez à Blois, ah, j'habite dans le Marais près de Vin, ah bon, vous êtes maman, c'est-à-dire qu'il va falloir se connecter, il va falloir échanger, enrichir une relation. C'est très intéressant parce que souvent, c'est parler de soi, c'est dire quelque chose à l'autre, c'est de dire bonjour, c'est prendre soin de la relation. Et des fois, c'est beaucoup plus que ça peut être d'offrir un cadeau, ça peut être d'aller voir un film ensemble, ça peut être de faire un massage, ça peut être n'importe quoi. Enrichir la relation, c'est très intéressant. Il se trouve que dans ma carrière professionnelle, il fut un temps où je travaillais avec des parents et des enfants, des adolescents qui étaient en difficulté. Et je rencontrais la maman et le grand garçon ensemble et des fois séparément sur des périodes de 2-3 mois. Et des fois, je voyais la maman seule et je lui disais, bon, on ne s'est pas vu depuis un mois. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement pour enrichir la relation que vous avez avec votre grand gars? Et la maman me regardait en disant pardon. C'est-à-dire qu'elle se demandait de quoi je parlais. Et il se trouve que ça m'est déjà arrivé de travailler avec des couples en difficulté. Et quand je disais, monsieur, madame, qu'est-ce que vous avez fait dernièrement pour enrichir la relation que vous avez avec votre conjoint? Souvent, les gens me regardent en disant, mais il vient de la planète Mars, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne comprends pas. Donc, enrichir une relation, c'est important. Donc, en fait, la première chose qu'on peut faire avec une relation, c'est l'enrichir. Alors, dans la relation parent-enfant, il y a des choses qu'on peut faire, là. Il y en a une liste, mais il n'y a pas que ça. On peut commencer par donner des signes d'amour, en fait, à condition qu'on aime, parce que si on n'aime pas, ça va être très compliqué. Mais à partir du moment où on aime ses enfants, ou sa belle-mère, par exemple, on peut la regarder avec amour, on peut lui communiquer de l'amour. On peut la prendre dans ses bras, la serrer en disant « Qu'est-ce que je suis content d'avoir une belle maman comme toi ». C'est possible. Hein. On peut se mettre à être à l'écoute. Il y a des études qui démontrent en communication qu'une des choses les pires
insupportable pour l'être humain, c'est l'impression de ne pas être entendu ou d'être écouté. J'essaie de parler avec quelqu'un, puis il se sauve. Ça me rend fou, en fait. J'aurais envie de prendre une casserole et lui tirer par la tête, parce qu'en fait, c'est pas possible. Donc, une façon d'enrichir la relation, c'est d'être à l'écoute. Ça peut être de féliciter quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait. Ça peut être tout simplement de faire confiance. On parle de confiance. Faire confiance, c'est une façon d'enrichir la relation. Dans le monde du travail, quand on vous donne une nouvelle responsabilité, des fois vous sortez du bureau, vous êtes fier, parce que vous avez l'impression qu'on vous fait confiance, ou on fait confiance. Donc faire confiance à un enfant, à quelque part, c'est enrichir la relation qu'on a avec lui. Le responsabiliser, déléguer, encourager, parler de nous. Alors c'est très intéressant parce que moi je suis assez observateur, je vois souvent des gens qui parlent. Le sport préféré en France ou au Québec, c'est que quand on se rend compte, c'est de parler des autres. C'est pas de parler de nous. Parler de nous, c'est... Ou alors parler de moi. Il y a des gens qui aiment bien parler de leur maladie. C'est un sport national. Donc on se dit, ah, j'ai mal là, ça dure des heures. Et puis en fait, mais parler de nous dans la relation par enfant, c'est parler de ce qui nous unit, parler de notre relation. Maman, enfant, en fait, c'est quelque chose de très important. Et ça peut être de jouer, tout simplement, parce que quand les enfants sont petits, jouer avec les enfants, ça enrichit la relation. Et sachez que même quand les enfants sont rendus adolescents, ça peut enrichir la relation. Les adolescents jouent des fois des jeux de mort devant leur ordinateur, des jeux qu'on ne comprend pas, avec la mitraillette, etc. Moi, je vous mets à défi, vous mettez derrière votre adolescent, parce que les filles sont branchées un petit peu plus Facebook, tout ça. Mais même votre fille, vous vous mettez derrière et vous dites à votre garçon, mais ça marche comment ce jeu? Là, je vois que ça fait 25 personnes que tu tues de suite, il y en a un qui a crié, il y a même la tête qui a explosé. Comment... Avant de dire que c'est nul et que c'est débile, peut-être dire comment ça marche. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça marche? Je vous avouerai que c'est difficile à faire, de s'intéresser à ce que font nos adolescents comme ça. Parce que moi, souvent, ça m'arrive, il y a des mamans qui me disent, ma fille regarde les Marseillais, je ne sais pas trop où, les Ch'tis, je ne sais pas trop, à Mykonos. Elle me dit, c'est complètement délirant, ces émissions, c'est pas possible. Mes ados, ils vont devenir folles, je voudrais surtout pas qu'ils deviennent comme ça. Mais je dis, mais asseyez-vous derrière elle et regardez ça pendant une demi-heure, même si vous trouvez ça vraiment nul. Vous aurez un petit peu, en tout cas, vous aurez quelque chose à discuter par la suite si vous voulez en parler. Si vous condamnez complètement sans véritablement en regarder au moins 3 épisodes, parce que j'ai même vu des mamans, des fois, qui devenaient accros. Il ne faut pas le dire. Hein. Vous savez, c'est comme Poubelle la vie, l'émission qui passe sur la 3. Moi, mes enfants regardaient ça tous les soirs. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette émission? Pourquoi il y a autant de monde qui regarde ça? Parce qu'en France, il y a quasiment 5-6 millions de personnes qui regardent ça tous les soirs. J'ai dit quand même, je vais me mettre derrière, je vais regarder ce que c'est cette émission. Et finalement, je trouvais ça pas si mal. Je me suis dit, ça ressemble un peu à... Le seul problème, c'est qu'ils sont trop souvent en prison. Je ne comprends pas. Ils disent toujours, vous allez passer, on vous amène en garde à vue, ou vous allez, je ne sais pas trop où. En tout cas, je trouvais ça un peu bizarre. En tout cas, enrichir la relation, c'est passer du temps avec ses enfants, c'est créer quelque chose. Ça, on peut tous faire ça. Et c'est vrai que lorsque les enfants tout petits découvrent qu'ils peuvent avoir des relations qui sont riches avec les premières personnes qui sont autour, ça laisse des traces. Ça veut dire que je peux entrer en relation avec quelqu'un ici dans cette salle et peut-être que j'y trouverai quelque chose d'intéressant. Si je n'ai pas baigné dès mon enfance dans la certitude que la relation à l'autre peut être riche, ça peut poser problème. Deuxième chose qu'on peut faire avec la relation, c'est la préserver. Ne pas mettre systématiquement en avant les erreurs. Accepter quelquefois de laisser passer des choses. Alors moi, je donne souvent un exemple qui fait rire souvent. La plupart des hommes, en fait, je prends, parce que je dis ça parce que je suis un homme, quand ils rentrent le soir dans leur maison, ils savent exactement ce qu'il faut dire à leur femme pour qu'elle pète les plombs. Ils connaissent la recette depuis très longtemps. Il y a même des fois, il y a des gens qui vivent ensemble depuis 20 ans, 25 ans. Je sais que si je dis telle ou telle chose, mon conjoint va faire la baboune, comme on dit en québécois. Dans Marais-Poitevin, on dit la goule. Pendant 5 minutes, 10 minutes, 2 heures. Il y en a même qui ne me parleront pas de la soirée. Des fois, ça dure 3 jours. Enfin, je sais exactement. Par exemple, la plupart des gens savent exactement ce qu'il faut dire pour que ça pète. On sait ce qu'il faut dire.
Alors, la question, c'est si on sait ce qu'il faut dire, pourquoi on le dit. C'est intéressant. Des fois, on sait ce qu'il faut dire pour détériorer la relation avec sa fille, avec son fils, avec sa belle-mère. Moi, j'ai une belle-mère, je sais très bien, quand je lui dis c'est pas bon, c'est pas assez salé, ou que je sais très bien que ça lui fait pas plaisir. Il y a des gens qui vont dire oui, mais dans la vie, il faut être cash. Moi, je rencontre des gens comme ça, leur philosophie, c'est il faut être cash. On ne se pose pas de questions, on dit les choses cash, même si ça fait mal, même si la personne se suicide le lendemain, il faut dire les choses cash, c'est pas de problème. Donc, des fois, il faut préserver la relation. Préserver la relation, c'est prendre soin de cette relation, même s'il y a des choses qui ne vont pas, de temps en temps. On peut très bien être devant la chambre de son fils ou de sa fille, c'est le bazar absolu. On peut dire, écoute, là, ça suffit, c'est trop le bazar, tu ramasses. Et une journée de temps en temps, on passe, on essaie de ne pas trop marcher sur les obstacles. On va vers son bureau, on peut lui faire un bisou en lui disant, alors, comment ça s'est passé ta journée? En lui parlant absolument pas du lit qui n'est pas fait, du bazar qui traîne partout. On a décidé aujourd'hui de préserver la relation une journée sur 3. Le lendemain, je reviendrai à la charge. Mais là, je fais attention. C'est important de préserver la relation. Parce que quand on ne la préserve pas, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va la détériorer. Quand on détériore la relation, en fait, comment on fait ça? On peut devenir ce qu'on appelle un parent persécuteur. Le parent persécuteur, c'est celui que l'enfant il rentre dans la maison et dès qu'il est rentré, en fait, on lui dit essuie-toi les pieds, j'espère que tu vas faire tes devoirs. Et puis si tu manges du Nutella, j'espère que tu vas fermer le pot, j'espère que tu vas mettre ton couteau dans la vaisselle, puis j'espère que tu vas mettre du chocolat partout. C'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, il bouge comme ça, et à chaque fois, il y a quelque chose qui arrive qui est de l'ordre de la détérioration. C'est-à-dire, je vais détériorer cette relation, et je vais te dire ce qui ne va pas. Et peut-être que ça va vouloir marcher, même pas. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Normalement, on enlève la pomme. Hein. Je ne vais pas dire ça. Mais en tout cas, celui-là, des fois, il me fait des bugs. Alors, quand on détériore la relation, trop souvent, on finit par la détruire. Donc, ce schéma que je vous disais tout à l'heure, on peut enrichir la relation, on peut la préserver, on peut la détériorer et on peut la détruire. Moi, je sais qu'en tant que médiateur, quand une relation est détruite, ben, elle est détruite à jamais. Je rencontre plein de gens, moi, qui sont en conflit depuis très longtemps et qui ne se parlent plus. Souvent des gens qui ont divorcé, c'est mort. Donc la relation, elle est détruite. Donc on peut penser que des fois ça se répare, mais des fois ça ne se répare pas. Ou en tout cas, si ça se répare, ça va demander beaucoup de temps et beaucoup de communication. Donc c'est quand même dommage quand on est parent, en fait, de se retrouver dans une situation où la relation qu'on a avec ses enfants est détruite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne viendront plus nous voir. Ils ne viendront pas à Noël, ils ne viendront pas au premier de l'an. Ils vont trouver tous les prétextes pour venir à la maison parce que c'est souffrance. Et ça, en tout cas, moi, en tant que parent, je n'ai pas envie de ça. Et j'imagine que vous n'avez pas envie de ça, vous non plus. Donc, ce qui est intéressant dans tout ça, parce que je n'ai pas mon PowerPoint, mais je vais essayer de conclure sans vous donner d'image et je vais essayer de le repartir tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que faire confiance à quelqu'un, certes, c'est compliqué, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'on ne peut pas faire confiance à 80%. Et la plupart du temps, les parents ont tendance à mélanger ces deux concepts, faire confiance à son enfant et communiquer d'une façon pour lui permettre à cette confiance de naître, de s'alimenter et d'exister. Et en fait, on ne peut pas dissocier les deux, parce qu'à un moment donné, il va falloir commencer à faire confiance. Faire confiance, c'est prendre pour acquis que l'enfant que j'ai, en fait, les enfants que j'ai, sont capables de faire des choses par eux-mêmes et je peux les laisser faire. Donc faire confiance à quelqu'un, c'est d'abord accepter le fait que peut-être ça ne marchera pas. Il y a peut-être un risque que l'enfant n'y arrive pas, ou peut-être même le risque que l'enfant prenne un choix différent que celui que j'ai voulu prendre. Des fois, les valeurs qu'on veut partager avec nos enfants ne les prennent pas. Donc ça, c'est un risque. Mais faire confiance à un enfant, en fait, tout nous amène à ne pas faire confiance. Parce que quand un enfant commence à faire du vélo, moi, en tant que parent, j'ai peur qu'il se fasse mal. Donc, je vais le suivre de très proche. Et j'ai tellement peur qu'il se fasse mal que des fois, je vais lui demander de ne pas faire certaines choses.
lorsqu'une fille de 15-16 ans demande à passer la nuit chez une copine ou aller à une fête où on sait qu'il y aura probablement de l'alcool, est-ce que c'est possible de faire confiance à sa fille? Est-ce que c'est possible de lui dire, écoute, on a un contrat ensemble, tu me dis que tu rentres à minuit, je te fais confiance. Comment tu rentres? C'est-à-dire qu'on est capable de vérifier tout, comment ça va marcher. Et à un moment donné, il faut faire confiance. Alors, faire confiance à son enfant, c'est un principe de réalité. Parce que un jour ou l'autre, vous devrez lâcher prise et faire totalement confiance à vos enfants. D'abord parce que vous serez mort, probablement un jour ou l'autre, comme moi. Donc il va bien falloir qu'ils se débrouillent tout seuls. Mais c'est-à-dire que même si tout nous amène à penser que notre enfant n'est pas prêt pour faire certaines choses, la façon dont on aura meublé son ego, son être, en fait, si on lui a donné la possibilité d'avoir confiance en lui-même, dans le sens qu'il a une bonne image de lui-même, qu'il s'aime, qu'il s'apprécie, qu'il considère qu'il a une valeur, s'il a l'impression qu'il sait faire des choses, et si on a l'impression, s'il a l'impression qu'il peut avoir confiance dans les gens autour de lui et que les gens autour de lui ne sont pas toujours hostiles, on a devant nous, devant moi en tout cas, j'ai un enfant qui est à peu près solide. Donc cet enfant qui est à peu près solide, si je décide de lui faire confiance, il y a très peu de chances qu'il me déçoive. Mais il peut me décevoir. Donc le défi de la confiance, pour moi, c'est vraiment le défi. Comment je peux communiquer pour vraiment permettre à cette confiance d'exister, de s'installer. Et lorsque je dois lâcher prise dans mon rôle de parent, lorsque je dois laisser mon enfant faire des choses par lui-même, est-ce que je peux le faire? Tout en sachant que dans un principe de réalité, je serai un jour ou l'autre obligé de le faire. Et dans un principe de réalité, faire confiance à sa belle-mère, à son conjoint, à ses enfants, il y a toujours un risque que la personne nous déçoive. Je vais en conclure là-dessus parce que j'ai pour habitude de parler à peu près 45 minutes, donc je suis à la 44e minute. Et j'ai l'habitude de plutôt de favoriser les échanges avec les gens qui sont dans la salle. C'est une discussion, c'est-à-dire que je peux être celui qui parle tout le temps, vous pouvez être la personne ou les personnes qui parlent, qui donnent vos opinions, parler de ce que vous avez vécu, vos questions, on peut échanger. Et je sais que par ailleurs qu'il y a des gens sur Internet qui ont déjà contribué, parce qu'ils ont déjà mis des questions sur le site, parce qu'on pouvait préparer cette conférence depuis une semaine ou deux, même pour plus. Et en fait, il y a des questions qui ont été posées, il y en a peut-être des nouvelles, il y a peut-être vos questions. Donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est que je vais m'arrêter à peu près 35 secondes, le temps de prendre un peu d'eau, et de faire redémarrer cette machine pour avoir au moins la bibliographie. Et puis, je reprends une discussion avec vous. Donc, voilà. Donc, si vous pouvez prendre 35 secondes pour penser à ce que vous souhaitez dire ou partager. Donc, il y a aussi nos internautes. On verra qui... Vous faisiez référence à la méthode Gordon, que je ne connais pas et ma voisine non plus. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler succinctement, s'il vous plaît? Oui. Alors, de façon très brève, j'en ai parlé parce qu'en fait, d'abord, je suis un formateur certifié, approche Gordon, donc formateur de parents, on appelle ça comme ça. Alors, Thomas Gordon, c'était, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ceux qui ne s'y connaissent pas, vous allez peut-être vous demander de quoi je parle, mais en tout cas, Thomas Gordon était l'élève préféré de Carl Rogers. Donc, Carl Rogers était une pointure en psychologie, donc... c'est un humaniste qui a travaillé énormément tout le long de sa vie sur la relation à l'autre, la façon de communiquer. Et en fait, il avait deux élèves préférés. Et quand Carl Rogers est mort, il avait Thomas Gordon comme élève et il avait Rosenberg, je ne me souviens plus son nom, celui qui est le fondateur de la communication non violente. Donc c'était les deux héritiers de son approche et en fait, ils ont continué son œuvre. Thomas Gordon a créé une école, un institut, de formation pour les gens qui veulent apprendre à communiquer avec les enfants ou avec les autres personnes, tout simplement. Donc, c'est une théorie qui est basée essentiellement sur l'écoute et ce qu'on appelle les messages «je». Très intéressant. D'ailleurs, vous avez sur le site internet, si vous allez, vous tapez métiersdeparents.fr
Et sinon, vous marquez blois.métiersdeparents.fr, vous avez une bibliographie et vous avez quelques livres de Thomas Gordon qui sont cités, entre autres, parce qu'il n'y a pas que lui. Voilà. Est-ce que nous avons une autre question? Non? Alors, moi, j'en ai une. Enfin, c'est plutôt Ilona qui nous en laisse une. Alors, Ilona, c'est une internaute, elle a préparé, elle s'est connectée, elle a laissé une question il y a quelques jours. Elle nous dit qu'elle est là ce soir, donc bonjour Ilona si vous êtes derrière votre écran. Pour Ilona, quand on ne fait pas confiance aux enfants, ils finissent par mentir, Langis. Donc sa question est très claire. Ne pas faire confiance à son enfant, est-ce que ce n'est pas l'inviter au mensonge? Elle donne la réponse. Elle donne la réponse dans sa question. Il a été observé, en fait. La psychologie, c'est de plus en plus ce qu'on appelle une science au sens pur du terme. C'est-à-dire qu'il y a toute une phase d'expérimentation où on expérimente des choses. Et le principe du scientifique, c'est qu'on reproduit constamment la même chose. On sait qu'on dit, voilà, d'un point de vue scientifique, ça donne ça. La psychologie est une science qui est souvent basée en fait sur de l'observation, sur des questionnaires, des tests, des enquêtes. Donc on dit que c'est une science appliquée. Mais ce qu'on sait en fait, hors de tout doute probablement, c'est que lorsqu'on ne fait pas confiance à un enfant, souvent l'enfant va avoir tendance à ne pas dire la vérité, parce que en fait, le fait de ne pas avoir confiance, c'est la réaction de l'autre par rapport à ce que je veux dire. Si, je vous donne un exemple, par exemple, si un papa ou une maman demande à Toto, alors comment ça s'est passé aujourd'hui à l'école? Imaginons que ça s'est mal passé. Et que Toto sait que ses parents, en fait, auront une mauvaise réaction. On est dans le principe de la double peine. En fait. On appelle ça comme ça. J'ai été grondé par ma maîtresse ou par mon maître, et si je dis à mon papa que ça s'est mal passé, il va me gronder à nouveau. Donc c'est la double peine. Et si jamais la belle-mère est là, il va avoir la triple peine. Donc en fait, souvent l'enfant va dire non, ça s'est bien passé. Quand il dit ça, en fait, c'est parce qu'il a peur. La plupart du temps, le mensonge, en fait, on sait que ça a un lien avec la peur de l'autre, la peur de la réaction de l'autre. Si j'ai confiance dans mon père ou dans ma mère, ou devant n'importe qui, s'il me demande comment ça s'est passé aujourd'hui à l'école, je lui dirais ça ne s'est pas bien passé. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, j'ai été puni, par exemple, parce que j'ai fait telle ou telle chose. Je sais que je peux le dire et j'aurais peut-être pas droit à cette double peine. Mais les enfants ont tendance à fonctionner beaucoup avec le principe de la double peine, d'où le mensonge en fait. C'est une histoire de confiance. Est-ce que je peux avoir confiance en cette personne si je lui dis quel sera le prix à payer? Quel est le prix à payer si je dis la vérité? C'est le principe du mensonge, en fait, c'est intéressant. Voilà. J'ai écouté avec grande attention tout ce que vous avez dit. Il y a quelque chose qui me manque un tout petit peu. Ce n'est pas une critique, c'est une observation personnelle. Est-ce qu'il n'y a pas un moment aussi où les parents, il faudrait qu'ils ne soient pas toujours avec leur enfant? Je pense qu'il n'y a pas que ce petit cercle entre parents et enfants, qu'il y a aussi un grand besoin pour les enfants dans leur évolution d'avoir affaire aux autres. Et en particulier, moi j'aime beaucoup aussi ce que peut emmener l'éducation collective. Par là, je veux dire, des enfants qui partent ensemble en vacances, des enfants qui ensemble aussi vont pratiquer un certain nombre d'activités, encadrés par des gens qui ont eu une formation pour faire ceci. Enfin, puis dans la rue aussi, il y a des gens qui sont des acteurs éducatifs, même si ça ne dure pas longtemps. Je vais donner encore un autre cas. Il y a le docteur qui arrive dans une famille, il peut faire de l'éducation, s'il sort un petit peu de son travail tel qu'on le conçoit des fois d'une manière un petit peu trop stricte, il peut faire du travail intéressant, il peut donner de l'information, il peut faire réfléchir, etc. Alors, simplement ce côté éducation par la collectivité. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ou vous positionnez par rapport à ça, s'il vous plaît? Oui, ce que vous dites, c'est très intéressant parce qu'en fait,
D'abord, dans une conférence comme ça, on ne peut pas aborder toutes les directions, mais quand je vous ai entendu parler, immédiatement, il m'est venu en tête un souvenir. Moi, je viens d'une famille nombreuse. Donc, quand je dis ça, c'est qu'on était nombreux, mais je vivais dans un quartier populaire au Québec. Et en fait, on jouait souvent dehors. C'était comme ça, c'est-à-dire qu'on était plusieurs grosses familles. Et très souvent, quand on avait fini l'école, même quand il faisait moins 30, on se ramassait des fois 12, 15, 22 enfants, à peu près du même âge. Il y en avait des fois une différence d'un an ou deux. Et on s'amusait. On faisait des igloos, on se battait avec des épées. Il y en a même des fois qui se blessaient, mais en tout cas, il y avait une vie entre enfants. Il y avait un collectif d'enfants, et dans ce collectif-là, on pouvait avoir l'impression des fois d'avoir une valeur. On pouvait avoir confiance en certaines personnes. Et on pouvait même quelquefois réaliser qu'on était capable de réussir ou de faire des choses. Donc il y avait une vie dans ce groupe. De nos jours, quand je dis de nos jours, il ne faut pas que je fasse trop vieux non plus, mais ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart du temps, en tout cas, les enfants sont peu dehors. Très souvent, moi, j'étais étonné de voir des parents aller chercher leurs enfants à la maternelle. Bon, on peut le comprendre. Des parents aller chercher leurs enfants à l'école primaire, au collège, au lycée. Donc l'enfant, dès qu'il est sorti, le parent est là, il le prend, il l'amène à la maison. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a une relation dans la maison avec les parents qui des fois sont épuisés ou qui ne sont pas là, ou qui partent ailleurs, peu importe. Mais l'enfant sera tout de suite en contact avec son ordinateur, il aura les réseaux sociaux, donc il a une autre tribu qui est sur un écran, etc. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a ce que ça m'inspire dans ce que vous dites, c'est que ça a disparu un petit peu, c'est moins fréquent. Donc je pense que ça, c'est important. De ce point de vue-là, je pense que dans un jour ou l'autre, je pense qu'on payera peut-être soit par de l'individualiste exacerbé, on va payer ça, ce manque de vie entre les enfants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques temps, l'année dernière, ou il y a 2 ans, on m'avait demandé de former des médiateurs sociaux dans des quartiers en grande difficulté, dans des tours, tout ça. Et ce que je voyais, c'est que je voyais des enfants. Il y avait 40, 50 qui étaient là en train de s'amuser, qui faisaient des bêtises, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Mais en fait, il y avait une vie. Et ça, c'est vrai que cette vie-là, elle a un peu disparu. Peut-être qu'il y aura un prix à payer, peut-être que ça fera une autre société, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a cette chose qui n'existe plus. Et quand vous parliez de l'apport des autres, moi je crois beaucoup actuellement dans ce que peuvent apporter les grands-parents, apporter au sens éducatif d'autres personnes que les parents. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, parce que je n'ai pas eu le temps de développer, c'est que très souvent, les enfants, François Zotto disait que la meilleure forme d'éducation qu'on peut donner aux enfants, c'est l'exemple. Ça veut dire que des fois, on va demander à un enfant de dire le mot magique. Et en fait, c'est complètement délirant, ce mot magique, parce qu'en fait, la meilleure chose qu'on peut faire pour faire en sorte que son enfant soit poli, c'est lorsqu'on va à la boulangerie, dire « Bonjour, madame la boulangère, comment allez-vous? Je prendrai une baguette, s'il vous plaît, je vous remercie, au revoir. » Lorsqu'on fait ça, en fait, lorsqu'on demande du sel à son conjoint, on dit « Merci, s'il te plaît », on devient un exemple. Donc on n'a pas besoin de demander le mot magique, parce qu'un jour, le gamin, on lui donne 2 €, puis on lui dit « Va chercher une baguette ». Tout seul, il faut exactement ce que vous avez fait, parce qu'il a tout eu, en fait. Faire confiance à un enfant, c'est aussi ça. C'est-à-dire, je te fais confiance parce que je pense que, pour ceux qui sont un petit peu dans l'informatique, il est capable de faire un copier-coller. Et c'est vrai qu'autour de nous, on pense que, très souvent, on dit que les parents ont une très grande responsabilité, mais les enfants ne se créent pas qu'à partir des parents. Des fois, les enfants passent plus de temps avec l'assistante maternelle, qu'on appelle la nounou, qu'avec la maman. Des fois, on passe plus de temps à la crèche, donc on se construit aussi à travers d'autres personnes. Donc ça peut être n'importe qui. Alors il y a Éléonore qui poste une question à laquelle vous avez en partie répondu, Langis, mais on y revient quand même. Elle déplace un peu le sujet. Jusqu'alors, on parle de la confiance, on a beaucoup parlé des enfants. Elle déplace le sujet sur le champ de l'adolescence. Et sa question est la suivante.
comment faire lorsqu'on a réussi à établir une relation de confiance avec un enfant? Comment faire pour que cette relation de confiance, elle perdure quand il rentre dans l'adolescence? Et je disais qu'elle était double, cette question, c'est comment faire pour que cet adolescent garde confiance en lui aussi quand on a réussi à lui donner confiance? Ça pourrait faire l'objet non pas d'une conférence, mais d'une session de formation de 5 jours. Moi, j'avais un professeur il y a très longtemps, parce que quand j'ai fait psychologie à la fac, j'avais un prof qui disait, vous savez, il était un peu, il disait, vous savez, l'adolescence, qu'est-ce que c'est en fait? Il disait, c'est une période très étrange, c'est une période en fait où il y a beaucoup de changements. D'abord, c'est une période en fait où il y a beaucoup de modifications hormonales, il y a des hormones. Il y a une transformation du corps, il y a des organes sexuels qui se placent, il y a la découverte de la sexualité, il y a des boutons, il y a toutes sortes de trucs. Donc il disait, c'est pas simple déjà de vivre ça, mais en plus, quand on vit ça et qu'on a des problèmes de communication et qu'on est en conflit, c'est encore plus compliqué. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que finalement, au bout du compte, ce qu'on aura mis en place comme approche au niveau de la communication avant cette période, il y a des fortes chances que ça persiste. Mais ça ne sera pas simple, parce que il est une évidence que quand vous avez une jeune fille de 15 ans, ou même un garçon, moi je me souviens à une époque, je montais, ma fille avait sa chambre à l'étage, et je montais, je lui disais bonjour, comment ça va? Elle me disait fous-moi la paix, ou claquait la porte. Elle n'aimerait pas entendre ce que je dis ça devant du monde, mais en tout cas, elle avait des réactions des fois que je ne comprenais pas. Donc je me disais, tiens, c'est bizarre, il y a 2 minutes ou il y a 5 minutes, elle était en forme, là, elle l'est moins. Donc c'est vrai que les adolescents, en fait, ont des périodes difficiles à comprendre. Ils peuvent avoir des chagrins d'amour, des questionnements sur leur corps, les boutons. Là. Il y a plein de trucs qui se passent. C'est pas simple. Mais en plus, si j'ai des problèmes de communication, ça rend encore moins les choses simples. Donc c'est vrai que un enfant à qui on a fait confiance avant et qu'on a mis une relation de confiance, une relation de communication saine, il va y avoir des problèmes quand même à l'adolescence, hein, je vous rassure tout de suite, je la rassure cette dame, parce que j'ai rarement vu des gens qui n'avaient pas de problème. Il y en a quand même un petit peu, mais ça risque d'être moins compliqué en fait, beaucoup moins compliqué, si la communication d'emblée est saine avant cette période. Il faut toujours se souvenir que l'adolescence, c'est une période en fait où les enfants, ils souhaitent se différencier des parents. Ce que vous êtes, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'aimerais être autre chose. Ce que vous me dites, je n'y crois pas. J'en veux pas. Donc, comme j'en veux pas, je vais le jeter. Je ne vais pas le respecter. Je ne vais pas vous écouter. Je vais vous montrer, moi, que je sais quelle est la voie. Et de toute façon, c'est intéressant. Moi, je vais vous raconter une histoire très courte. Quand j'étais au Québec, j'avais un couple d'amis. C'était des babacools. C'était dans les années 68-70. Donc, lui, il avait les cheveux longs. Et même au Canada, qui fait très froid l'hiver, il avait des sandales. Il était grands cheveux, habillé avec des trucs un peu. Il sentait le patchouli, il fumait du shit probablement. Je pense qu'ils en faisaient pousser. Et puis, en fait, il était potier. Il faisait quelques poteries qu'il vendait comme ça. Et il avait une nana, sa femme, qui était très jolie. Elle était habillée un peu amérindienne, avec des trucs en cuir, avec des grands cheveux, un peu genre Woodstock, etc. C'était vraiment des babacools. Ils mangeaient des graines, ils faisaient leur propre pain, etc. Et c'était vraiment des bons amis, mais extraordinaires. Je les connaissais depuis très longtemps. Il se trouve qu'ils ont eu 2 enfants. Et ils les ont élevés dans cette mouvance babacool. Et un jour, le fils qui était l'aîné a dit à son père, « Tu sais, papa, je veux devenir gendarme. » Son père, qu'est-ce que tu me racontes là? Il était complètement débobiné. Il dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends pas. Et 2-3 ans après, sa fille voulait faire un genre de master de commerce. Il dit, un master de commerce, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, oui, j'ai créé mon entreprise, faire de l'argent, j'aimerais bien être riche, etc. Il ne comprenait plus. Et en fait, ils étaient tous les deux désespérés. Vraiment, il m'avait téléphoné en disant, écoute, c'est pas possible, on a raté notre coup, c'est vraiment l'enfer. Et en fait, il se trouve que je les connais depuis très longtemps, et les enfants qu'ils ont eus maintenant ont, la fille maintenant, elle a 26 ans, et le fils doit avoir 30 ans.
Et maintenant, lui, il est devenu potier. Il a les cheveux longs et il met des chaussures l'hiver quand il fait froid, mais il est souvent avec une paire de sandales, avec un peu babacool, et il est végétarien. Et quand vous allez chez lui, ça sent l'encens. Il a quand même hérité de quelques petits trucs. Il n'y a pas de télé dans sa maison. Et elle s'est ouvert un commerce à taille humaine. Elle vend des poteries, des trucs comme ça. Elle a un tailleur. Parce que la première fois qu'elle est allée à son école de commerce, c'est que son père le vu en tailleur. Il a failli avoir un infarctus. Elle a un genre de truc assez propre, mais elle a un petit truc, des cheveux avec une plume, etc. Elle a fait une espèce d'amalgame, un mélange de ce que ses parents lui avaient donné et sa propre personnalité. Donc c'est très intéressant parce que moi je connais plein de personnes qui ont maintenant 30, 50 ans, 42 ans, qui ont fait pleurer le maire à l'adolescence et par la suite sont devenus de très beaux citoyens, ils payent leurs impôts, ils deviennent parents et d'ailleurs il faut voir le langage qu'ils ont avec les enfants. Donc quelque part, l'adolescence, je ne dis pas que c'est tout, que ce n'est pas grave, mais quelquefois, lorsqu'on a sommé quelque chose de solide et qui tient la route, les enfants, après cette crise, cette remise en question, ils prennent quand même quelque chose que vous leur avez légué ou que la société leur a légué. Ça, c'est une certitude. Voilà. Pas de questions? Alors, moi, j'en ai une. Oui. J'ai été installé dans le fond de la salle tout à l'heure, pendant tout votre propos, et en vous écoutant, en écoutant vos exemples, j'ai remarqué que plusieurs personnes ont réagi. Alors peut-être se sont-elles reconnues, peut-être ont-elles identifié des situations qui leur étaient proches. Et moi, je voudrais revenir sur le début de votre propos, lorsque vous parliez des signes de... Attendez, j'ai pris une petite note. Reconnaissance. Les signes de reconnaissance, voilà, les signes de reconnaissance négatifs, ceux qui relevaient de la sphère de l'être, de l'être et de la sphère du faire. Alors, beaucoup, là, nous sommes soit parents, éducateurs, enseignants, mais en fait, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est grave, docteur, si on a fait des erreurs, si en fait on a pu être castrateur ou démolisseur, et qu'on est intervenu sur la sphère de l'être et que l'on a envoyé des messages négatifs? Est-ce que c'est grave? J'espère que vous allez me dire que non. Et quels sont les moyens, s'il y en a, en fait, pour essayer de réparer ensuite? C'est une très bonne question parce que, en fait, moi j'ai fait beaucoup d'expérimentations avec mon épouse et mes enfants. Et je pense qu'ils ont... Maintenant, je m'aperçois des bêtises ou des choses que je n'aurais pas dû faire, que j'ai faites. Et en fait, souvent, je me dis, tiens, là, je me suis planté à cette période-là, j'aurais dû faire autrement. Il y a une chose auquel je crois, c'est qu'en fait, il n'est jamais trop tard pour communiquer avec ses enfants. Il n'est jamais trop tard pour dire, écoute, est-ce qu'on pourrait discuter ensemble? Est-ce qu'on pourrait passer un moment ensemble? J'ai des choses à te dire. Et moi, je crois fondamentalement que les enfants, pour la plupart, en fait, c'est rare qu'on ait été totalement mauvais, en fait. C'est-à-dire qu'en règle générale, lorsque les enfants commencent à grandir, lorsqu'ils quittent la maison, lorsque quelquefois ils ont leurs premiers enfants, ils reviennent à la maison et en fait le contact, ça se reconnecte et quelquefois on va dire, ben écoute, ça, c'est pas très grave finalement. Il y a des fois, tu m'as balancé quelques messages dessus, mais j'ai mis ça de côté parce que j'ai reçu plus de positifs que de négatifs. Donc, souvent, ce qui peut être problématique, c'est quand on donne plus de négatifs que de positifs, parce que là, en fait, si on le fait à deux, en plus, c'est compliqué. Puis si le grand frère s'y met, c'est compliqué. Mais en fait, pour moi, je pense que moi, je crois beaucoup dans quelque chose qu'on pourrait pas appeler vraiment de la résilience, mais je pense que l'être humain, il a une capacité de rebondir et de se reconstruire. Et je pense que les relations sont vraiment importantes. On peut s'asseoir avec quelqu'un. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire à mes enfants, je me suis planté, excuse-moi. On peut faire ça. Ça ne coûte rien. Vous savez d'ailleurs que en médiation, il y a un principe vraiment très important. Moi qui suis médiateur, quand on travaille avec des gens qui sont en conflit, des fois on voit les gens 2 fois, 3 fois 2 heures. Ils sont en conflit pour une histoire de terre, je ne sais pas trop quoi. Et puis à un moment donné, après 5-6 heures de
de conflit comme ça avec le médiateur. Il y en a un qui dit, écoute, je me suis planté, j'aurais pas dû faire ça, je te prie de m'excuser. Et puis là, l'autre le regarde, puis il y a un moment de silence, et la médiation est finie. Les gens quittent, ils font un chèque, ils payent, parce qu'il faut payer. Et puis après, ils vont prendre un café ensemble, et puis c'est redémarré. C'est-à-dire que demander pardon à quelqu'un, s'excuser, en fait, ça résout quasiment la moitié des problèmes. Donc ça marche, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire que quelquefois, en fait, je tiens plus à la relation qu'à mon orgueil. Donc, pour le soin de notre relation, même si je pense que tu as une part peut-être de responsabilité, je vais la mettre de côté, je vais m'excuser, en fait. Et souvent, ça résout le problème. Mais puis moi, je crois fondamentalement aussi que les enfants ont une part de responsabilité. Quand on est grand et qu'on estime ne pas être heureux, d'être mal équipé dans la vie, on peut se prendre en main aussi. Il y a des enfants, des fois, qui décident de faire des thérapies. Il y a des enfants qui, devenus grands, décident de se prendre en charge. Et puis, il faut savoir aussi que les parents ne sont pas responsables de tout. Moi, j'ai rencontré dans ma pratique professionnelle des enfants qui manquent de confiance en eux, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est même plus des enfants. Et en fait, quand on travaille avec eux d'un point de vue psychanalytique, on s'aperçoit que ce n'est pas papa et maman qui ont dévalorisé l'enfant, c'était le grand frère ou la grande sœur, qui 25 ou 50 fois par jour cassait son petit frère ou sa petite sœur. Donc en fait, le petit frère ou la petite sœur, quand ils sont rendus grands, et je manque de confiance en moi, j'ai l'impression que je suis nul. Et c'est pas papa et maman qui ont fait ça. C'est mon grand frère ou ma grande sœur. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour se reconnecter. Moi, je crois fondamentalement à la capacité qu'ont les gens de se reconnecter. Oui. Moi, je voudrais juste savoir, en tant que parent, comment on peut faire pour lâcher prise un peu. Voilà. J'ai un ado à la maison et voilà. J'ai du mal un peu à peut-être faire confiance, du coup, à le voir grandir et un petit peu le laisser vivre. Comment on peut faire? Très bonne question. Sans cultiver dans son jardin ce dont vous nous parliez tout à l'heure. Hein. Non, mais ce que je pense, en fait, des fois, il y a des questions qui mériteraient d'être réfléchies. Souvent, les enfants, quand ils sont rendus à cet âge-là, il y a deux choses qui résonnent très fort. Il y a d'abord ce qui a de la valeur pour vous. Alors souvent, moi j'avais un prof de philosophie qui disait la meilleure définition qu'on peut donner au mot valeur, c'est ce qui a de la valeur pour vous ou pour moi. Donc j'imagine que vous avez des valeurs que vous avez souhaité transmettre à cet enfant. Et à chaque fois qu'il va à l'encontre de ces valeurs, on appelle ça être dans une collision de valeurs, vos valeurs entrent en collision avec les siennes. Et là, ça s'affrite. Souvent, les gens qui disent j'ai de la difficulté à faire confiance à mon adolescent, à mon enfant, c'est souvent parce qu'il y a une collision de valeurs qui existe. Mais des fois, il y a aussi la peur que l'enfant va faire quelque chose ou partir dans une direction, en fait, que j'estime être une direction dangereuse pour lui, peut-être même pour moi. Donc, en fait, par définition, lâcher prise, ça veut dire lâcher prise. Donc, lâcher prise, ça ne s'explique pas. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé dans ma vie de lâcher prise sur quelque chose difficile. Et je ne peux pas expliquer comment j'ai fait ça. C'est-à-dire que c'est le plus grand principe qui a été donné à l'humanité, en fait, c'est le pouvoir de décision. Et je pense que moi, par exemple, je peux décider immédiatement de mettre le micro là, de partir. Je vous laisse là, je dis au revoir, je rentre chez moi. Je peux décider demain matin de partir au Canada, de quitter la France. Je peux décider de changer de voiture demain. Je peux décider de changer de femme, je ne sais pas, n'importe quoi. Mais je ne peux pas décider qu'il fasse soleil, je ne peux pas décider de gagner au loto. Ça, c'est pas possible. Le lâcher-prise, en fait, pour moi, il y a un lien un peu avec l'idée du pouvoir de décision. En fait, il faut décider. Je décide que je n'attache plus d'importance à quelque chose qui, pour moi, est important.
Le propre de la relation avec les adolescents, c'est qu'ils vont toujours se frotter à ce qu'on estime être nos valeurs. Ce qui a de la valeur pour vous, lorsque vous sentez que ça n'en a pas pour lui, ça frotte, ça pique en fait. C'est là que ça pose problème. Alors il y a des valeurs peut-être qui ne sont plus d'actualité, il y a des valeurs peut-être qui sont trop anciennes, peut-être qui n'ont pas de sens pour lui, je ne sais pas. Est-ce qu'il peut y avoir un ajustement, un accord? En tout cas, il faut en parler. Parce que c'est difficile de lâcher prise sur quelque chose si vous ne lui en parlez pas. Mais décider de lâcher prise, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça ne s'explique pas, en fait. C'est une démarche. Souvent, les gens qui lâchent prise sont des gens, par exemple, qui font une thérapie pendant 2-3 ans. Et ils lâchent prise. Par exemple, il y a des gens qui ont très peur de mourir. Ils font des crises d'angoisse, de spasmophilie. Ils sont très mal. Ils font une thérapie pendant 2 ans. Et puis, à un moment donné, ils décident de lâcher prise. On ne sait pas pourquoi. Ils se lèvent le matin, ils n'ont plus peur de mourir. Ils ont lâché prise sur la mort. C'est un principe, c'est quelque chose d'assez obscur, hein, le lâcher prise. Mais ça existe. Il faudrait que vous vous questionniez sur qu'est-ce qui a véritablement de la valeur pour vous qui pose problème par rapport à ce qui a de la valeur pour lui. C'est probablement là que ça frotte. Mais bon, c'est une question qui mériterait quand même beaucoup de réflexion. Je crois que madame, vous aviez une question. Et puis, je ne sais pas, je pense qu'on avait dit qu'on terminait vers 8 heures. Je ne vais pas vous chasser, mais il y a peut-être des gens qui doivent aller manger ou je ne sais pas quoi. Puis en plus, il y a du champagne, du chocolat, tout ça, de trucs là-bas. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. C'est pour que vous restiez jusqu'à la fin. En fait, je voulais savoir, lorsque l'on éduque son enfant dans la confiance, comment expliquer à son enfant que l'extérieur peut ne pas lui faire confiance. C'est compliqué. Oui. Par exemple, moi j'ai fait confiance à mes enfants pour monter les escaliers sans sécurité particulière. Et lorsqu'ils se sont trouvés à l'extérieur, tout de suite on leur dit non, 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 surtout mets bien ta main sur la rambarde, fais très attention. Et voilà, je ne sais pas comment expliquer aux enfants que d'autres personnes peuvent ne pas leur faire confiance. Avoir peur qu'ils tombent, c'est pas la même chose que de ne pas avoir confiance. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est tiens-toi bien parce que tu vas tomber. C'est une prédiction d'avenir. Moi, j'ai envie de rebondir sur ce que disait monsieur tout à l'heure. Je pense que les gens qui sont autour, ils ont un rôle à jouer aussi. C'est-à-dire que je vous dis ça parce que moi, j'ai déjà fait confiance à mon fils qui montait les escaliers très vite. Il avait 3 ans. Je pense qu'à un moment donné, il est tombé. Il s'est ouvert la lèvre. Ici, il avait je ne sais combien de points de suture. C'était très compliqué. Ma femme m'a dit, tu vois, tu aurais dû lui dire de monter moins vite, etc. Je pense que l'enfant, il se construit avec une somme d'informations. Quand il est petit, en fait, il a pas nécessairement la capacité de juger si ces informations-là sont bonnes ou pas. Je pense que les gens qui sont proches, comme vous, en fait, vous pouvez probablement lui faire confiance, l'accompagner discrètement quand il monte les escaliers, le surveiller un peu de proche en disant « je pense qu'il peut y arriver ». De toute façon, vous ne pourrez pas empêcher qu'il soit avec soit une personne autre qui, elle, aura peur. Ce qui est intéressant, c'est si moi, on me donne comme information, écoute l'Angers, s'il faut que tu te tiennes sur la rampe parce que j'ai peur que tu tombes, c'est une information qui peut-être aura du sens. Peut-être que dans ma construction, peut-être qu'un jour ou l'autre, je prendrai le temps de marcher moins vite, peut-être que je me tiendrai la main sur la rampe et peut-être que je ne me blesserai pas. Il y a une différence entre la surprotection, la prédiction de l'avenir en disant tu vas tomber, fais attention, tu vas te brûler, c'est-à-dire que on enferme l'enfant dans quelque chose de... On dit, si tu fais ça, tu vas mourir. Si tu fais ça, tu vas te casser la tête. On peut dire, écoute, là, j'ai vraiment peur quand tu cours dans les escaliers. J'aimerais pas que tu tombes et que tu te fasses mal. C'est une information, en fait. Donner une information, ce n'est pas disqualifier, ce n'est pas dévaloriser. Je te donne une information. Elle est peut-être de mauvaise qualité. Il y a peut-être une charge affective trop forte. Mais peut-être que ce soir, maman va m'aider à faire le tri là-dedans. C'est-à-dire qu'au moment du coucher, des fois, dans une discussion, on parle et puis on peut dire, la maman peut réajuster les informations
et quelles sont les informations dont je vais tenir compte et qui est-ce qui est important pour moi finalement. Mais les informations des autres sont importantes. Il faut juste faut pas qu'elles soient disqualifiantes. Pour moi, ce qui est mauvais, c'est tout ce qui n'est pas information. C'est ce qui est disqualification. Par exemple, vous mettez votre enfant, vous avez une babysitter, et la babysitter dit, elle vient tous les samedis soirs pendant 2 ans, et elle dit tous les samedis soirs à votre fils, t'es vraiment nul, t'es bête. Et si elle lui dit ça, en la regardant, en faisant une grimace, ça, je pense que ça peut avoir une importance, mais dire attention, j'ai peur que tu tombes, c'est une information. C'est ça qu'il faut. On peut même dire à notre enfant, tu sais, tu auras probablement quelquefois des informations comme ça. Quand tu cours vite, il y a peut-être des gens qui auront peur. C'est vrai qu'il y a peut-être un danger. En tout cas, moi, je pense que tu vas y arriver, mais on peut le préparer. Préparer son enfant à la suite, c'est lui dire que tu recevras des informations qui ne seront pas toujours de très bonne qualité et qui seront chargées d'un affect dont tu peux ne pas tenir toujours compte. C'est comme ça qu'il va se construire. Voilà. Voilà, mais je crois qu'on a rempli le contrat. Ouais, on s'était dit 20 heures. Ben voilà, puis moi je vous remercie en tout cas s'il y en a qui partent de votre attention. Eh bien, oui, ben, nous aussi, Longis, on a à vous remercier. En introduction, vous nous disiez tout à l'heure, j'ai parfois l'impression que ce qui est clair dans mon esprit ne l'est pas dans celui des gens qui m'écoutent. Peut-être que je peux me faire le porte-parole des gens présents ici et puis des internautes, j'espère, mais enfin, vous êtes guéris, parce que ce soir, ça ne s'est pas passé. J'ai eu vraiment l'impression que tout était clair. Merci pour la qualité de votre intervention, la qualité de vos propos. Merci à vous également pour être venu. Quand on a décidé, l'équipe des mandataires du conseil d'administration de Blois, de vous proposer cette conférence, nous avions un objectif modeste, hein, c'était que vous repartiez avec des informations. Et là, Longis, nous les avons, merci. Que vous repartiez avec des outils de réflexion et d'accès au sens. Là aussi, je pense que nous en avons, merci. Et puis avec des clés pour ouvrir les portes et puis pour avancer dans notre cheminement ou dans notre comportement. Et je pense que là également, vous nous en avez donné. Donc merci. Merci encore pour cette bonne soirée. Merci à vous. N'oubliez pas de remplir l'enquête de satisfaction que vous pouvez déposer dans l'urne qui se trouve à côté de la porte. Et puis de l'autre côté de la cloison, eh bien, on peut clore ce moment sympathique autour d'un verre de jus de fruits. Pas de champagne, pas de petits fours, mais des petites galettes du coin et du jus de fruits. Voilà, merci de votre participation et de votre attention à tous. Merci.